Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'insulinorésistance sur la période périopératoire. Alors, avant de parler d'insulinorésistance, on va parler d'hyperglycémie périopératoire et on va s'intéresser à qui fait de l'hyperglycémie en périopératoire. Alors, quand on regarde toutes les chirurgies confondues, vous avez un peu plus de 60% des patients qui sont normoglycémiques, la partie bleue sur le schéma, et puis le reste des patients qui présentent des hyperglycémies en périopératoire. Donc c'est de 20 à 40% en chirurgie générale et c'est même jusqu'à 80% d'hyperglycémie périopératoire en chirurgie cardiaque. Donc dans le reste du schéma, vous voyez que c'est subdivisé en plusieurs segments. En fait, vous avez parmi ces hyperglycémies en périopératoire des patients qui sont déjà diabétiques en fait. Donc ça représente jusqu'à 70%. Et en fait, vous avez 30 autres pourcents des patients qui sont hyperglycémiques en périopératoire qui n'ont pas, avant le geste, un diabète. Et dans cette portion-là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie de stress. La définition, c'est donc une hyperglycémie chez un patient qui n'a pas de diabète en préopératoire. Et dans ces patients qui présentent une hyperglycémie de stress, vous en avez la moitié qui vont présenter dans l'année qui suit un diabète ou qui vont présenter une intolérance au glucose. Pourquoi on s'intéresse à l'hyperglycémie? Eh bien, en fait, c'est très simple. L'hyperglycémie est impliquée dans beaucoup de phénomènes, phénomènes impliquant la morbidité en périopératoire, avec une physiopathe qui est bien connue, avec notamment une réduction de la fonction immunitaire, une augmentation du stress oxydatif, des dysfonctions endothéliales, une augmentation de la sécrétion des facteurs pro-inflammatoires, un état de base qui est procoagulant et également des troubles ioniques. Tout ça a bien sûr des effets sur la morbidité et même la mortalité. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est largement prouvé par de multiples études qui donc ont du coup étudié la relation entre l'hyperglycémie périopératoire et les effets indésirables. Vous avez, en 2003, vous avez des études sur des patients avec une glycémie à l'admission, sur 738 patients qui faisaient la glycémie à l'admission, et c'est corrélé à la mortalité, au taux d'infection durant l'hospitalisation et à la durée d'hospitalisation. Si on regarde par exemple sur 1200 patients la glycémie péropératoire d'endartérectomie carotidienne, on s'aperçoit qu'il y a plus, chez des patients qui présentaient une hyperglycémie périopératoire, plus d'AVC, plus de dysfonction myocardique et plus de mortalité. Gandhi en 2005, il montrait chez 409 patients, encore en chirurgie cardiaque, l'hyperglycémie périopératoire augmentait la mortalité. Donc ça, ces trois études, c'est des patients diabétiques et non diabétiques. Et ça a également été prouvé chez des populations de patients uniquement diabétiques. C'est Ouattara en 2005, avec 200 patients qui étaient diabétiques. C'était en chirurgie cardiaque encore une fois. Et la glycémie périopératoire était associée à une augmentation de la morbidité. Donc là, on a le premier postulat qui est assez clair et qui est largement prouvé. L'hyperglycémie, c'est mauvais. Ça augmente la mortalité, la morbidité, la durée d'hospitalisation et bien sûr le coût de l'hospitalisation. Donc là, il y a deux questions qui viennent de se poser, si vous avez bien compris la première diapositive. C'est pourquoi un diabète se décompense-t-il et surtout pourquoi des patients non diabétiques se mettent à faire un diabète d'un coup. Et c'est là qu'on va introduire la notion d'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est un concept qui a été mis en évidence pour la première fois dans les années 94 par l'équipe de Torel. Il montrait une diminution de la sensibilité de l'insuline de 50% à J1 post-opératoire. En fait, il a montré ça en faisant une technique que je vous présente, qui est une technique de recherche qui s'appelle le clan euglycémique. Il s'agissait de perfuser de manière constante de l'insuline à une posologie constante en permanence, à un débit continu, et de l'autre côté, faire des glycémies et adapter la perfusion de glucose pour maintenir l'euglycémie. Cette technique d'euglycémique clamp. Et si on regarde du coup la quantité totale de glucose perfusée au patient, on a une idée de l'insulinorésistance. Sur ce graphique, vous voyez en abscisse la période préopérative et postopérative, et en ordonnée, vous voyez la sensibilité à l'insuline. Vous voyez bien qu'il y a une diminution de la sensibilité à l'insuline simplement avec l'intervention chirurgicale. Donc voilà, on a introduit le concept d'insulinorésistance. L'insulinorésistance provoque de l'hyperglycémie. Donc comment ça marche au niveau physiopathologique? Et bien, vous avez le stress chirurgical qui se crée avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Principalement, c'est l'interleukine 6 et le TNF-alpha qui sont impliqués. Et ces cytokines pro-inflammatoires vont interagir directement avec la cascade de signalisation de l'insuline et diminuer le transport de glucose intracellulaire in fine. D'une autre part, vous avez également dans une période de stress chirurgicale, une augmentation de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec une augmentation de la production de cortisol et des hormones de croissance, l'AGH notamment. Et ces hormones vont augmenter l'hyperglycémie en augmentant la néoglucogénèse.
Vous avez donc deux choses. Vous avez d'une part le stress morbide et chirurgical qui crée de l'insulinorésistance avec les interleukines, et vous avez d'autre part le stress morbide et chirurgical qui crée de l'hyperglycémie. Là, c'est le point sur lequel je vais m'arrêter un petit peu parce que il me semble extrêmement important. Finalement, quand vous avez un état d'hyperglycémie, la glycémie étant la chose la plus régulée dans l'organisme, si vous avez un état d'hyperglycémie, c'est-à-dire qu'en profondeur, votre métabolisme il est altéré. L'hyperglycémie, en fait, entraîne une dysfonction mitochondriale au niveau intracellulaire, et cette dysfonction mitochondriale augmente le stress oxydatif principalement par la production de radicaux libres. Et ce stress oxydatif augmente l'insulinorésistance par interaction directe avec la cascade de signalisation de l'insuline. Donc en fait, quand vous avez un patient qui est non diabétique, qui est en état d'hyperglycémie, il y a une profonde dysfonction métabolique qui est en jeu, avec un cercle vicieux entre insulinorésistance et hyperglycémie. Finalement, quand l'hyperglycémie est là, c'est peut-être déjà trop tard, le patient est déjà dans cette dysfonction métabolique profonde. Le troisième élément de physiopathologique que je tenais à vous présenter, c'est le jeûne. En effet, dans les patients en périopératoire, vous avez un jeûne préopératoire, dans chirurgie programmée en tout cas, avec une activation du système adrénergique, une activation de la lipolyse et une augmentation par bêta-oxydation de production des radicaux libres. Et les radicaux libres créent de l'insulinorésistance. De base, quand vous avez un patient qui jeûne, il est de base insulinorésistant. Et ça, c'est une réalité clinique, puisque, encore la même équipe, quand ils ont fait jeûner des volontaires sains, ils diminuaient la quantité totale de glucose qu'ils pouvaient les perfuser quand ils avaient jeûné. Donc en fait, j'explique ce schéma. Encore une fois, c'est du clan euglycémique. Vous avez en ordonnée la quantité de glucose injectée de manière euglycémique, et en abscisse, vous avez le temps sur lequel ils ont fait le clan euglycémique. Vous avez deux populations. La population de patients n'ayant pas jeûné, en blanc, ils sont capables de recevoir beaucoup de glucose, et la population de patients ayant jeûné, en noir, ils ne sont pas capables d'avoir autant de glucose parce qu'ils sont insulino-résistants. Donc vous avez ce nouvel élément de physiopathe qui vient s'ajouter à notre schéma qui se complète petit à petit. Le jeûne crée en lui-même de la dysfonction mitochondriale par augmentation de la bêta-oxydation, production des radicaux libres et donc insulino-résistance. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'anesthésistes, pour essayer de casser ce cercle vicieux ? Eh bien, on va voir, on a plusieurs leviers sur lesquels on peut jouer. On peut jouer sur le jeûne, on peut jouer sur nos protocoles et notre prise en charge anesthésique, et on peut également jouer sur le stress et probablement l'hyperglycémie. Donc on va séparer notre traitement en deux parties principales. Première partie, on va voir comment on peut réduire le stress, et deuxième partie, on va voir comment on peut essayer de détecter quels sont les patients susceptibles de faire de l'insulinorésistance pour prévoir ce cercle vicieux. Réduire le stress. Donc, sur le plan chirurgical, c'est extrêmement simple. On fait de la chirurgie minimale invasive. Ça également, c'est largement prouvé dans la littérature. Plus la chirurgie est invasive, plus l'insulinorésistance augmente. Quand on fait de la chirurgie périphérique, il y a moins d'insulinorésistance quand on fait de la chirurgie du tronc ou de l'abdomen. Et quand on fait une procédure invasive du type laparoscopie, il y a plus d'insulinorésistance que quand on fait une chirurgie possi-invasive du type cœlioscopie. Deuxième chose, c'est sur le plan métabolique, quelque chose qui est bien prouvé aussi, c'est l'utilisation d'anesthésie péridurale pour l'anesthésie et l'analgésie post-opératoire. Ça diminue également l'insulinorésistance. C'est une étude qui a été faite par Donatelli. On prend des patients qui sont insulinorésistants en préopératoire, on les présélectionne, et dans cette population de patients insulinorésistants, on s'aperçoit que si on leur propose une technique d'anesthésie et d'analgésie péridurale, à la place d'une anesthésie générale et d'une analgésie post-interventionnelle classique, ils font moins d'insulinorésistance. Vous avez en fin de chirurgie, vous en aviez 100% qui étaient insulinorésistants, et à la fin, vous n'aviez plus que 15% qui sont insulinorésistants. Et 48 heures après la chirurgie, vous avez 54% qui sont encore insulinorésistants. Donc forte diminution dans cette population de patients qui étaient déjà insulinorésistants en préopératoire. L'autre chose sur laquelle on peut jouer, vous avez compris le schéma de l'insulinorésistance, c'est le jeûne. Donc le jeûne, on va essayer de casser cet état métabolique de jeûne en faisant une précharge en hydrate de carbone. Ce qu'il faut comprendre dans la précharge en hydrate de carbone, ce n'est pas une augmentation du stock global de glucose de l'organisme. Ce n'est pas comme si on faisait un marathon ou qu'on mangeait des pâtes la veille, c'est pas ça, puisqu'en fait la précharge en hydrate de carbone, elle a des effets à partir de 45 grammes d'hydrate de carbone. Ce qui est ridicule par rapport au stock qu'on a dans l'organisme en glycogène, notamment au niveau des muscles, on a presque plus de 200 grammes d'hydrate de carbone présent, donc ce n'est pas une augmentation de la charge globale. C'est plutôt un changement d'état métabolique. Donc en fait, on va faire une charge en hydrate de carbone, on va faire un pic d'insuline,
et on va passer d'un état de jeûne à un état postprandial. Et donc on va diminuer l'insulinorésistance par changement du métabolisme basal. Une autre chose aussi, c'est les effets pléiotropes de l'insuline. En fait, l'insuline a également un rôle anti-inflammatoire. Donc en faisant ce pic de glycémie et ce pic du coup d'insuline, on va augmenter l'effet anti-inflammatoire de l'insuline. Ça, c'est largement prouvé dans la littérature. Il y a des méta-analyses sur plus de 2000 patients qui montrent que ça a un vrai effet clinique. La précharge en hydrate de carbone a un véritable effet clinique, d'autant plus que la chirurgie est importante et d'autant plus qu'elle est invasive. C'est une étude, là, elle est assez significative. Ça diminue presque de 5 jours la durée d'hospitalisation sur les chirurgies colorectales. Simplement la précharge en hydrate de carbone. Là, c'est précharge en hydrate de carbone versus eau. Finalement, en fait, tout ce que je viens de vous dire, réduire le stress et faire de la chirurgie minimale invasive, ça rentre dans le cadre de la réhabilitation accélérée après chirurgie, et puis même également les protocoles d'optimisation pré-chirurgicale. En fait, quand on regarde les protocoles de réhabilitation accélérée, on s'aperçoit que chacun des éléments diminue l'insulinorésistance. Déjà, on optimise nos patients en préopératoire, on essaye de diminuer leur obésité, si c'est hors cas d'urgence bien sûr, d'augmenter l'activité physique, d'avoir une nutrition qui est optimisée, de diminuer l'HbA1c si ce sont des patients diabétiques et d'essayer d'optimiser leur état nutritionnel pour éviter qu'ils soient trop dans l'utilisation des protéines comme ressource d'énergie. Après, on essaye de réduire le temps de jeûne au plus possible dans les protocoles de réhabilitation accélérée et on essaye de, du coup, réduire cette insulinorésistance. Après, en péropératoire, on essaie de maintenir également le plus possible l'homéostasie avec la tension, la température. Tout ça, c'est des facteurs qui augmentent le stress périopératoire et qui donc augmentent l'insulinorésistance. Ensuite, bien sûr, on préfère des techniques minimales invasives, type célioscopie versus laparoscopie. Et après, on fait de la mobilisation précoce. Pareil, c'est une question de changement de métabolisme. Si on reste allongé, on augmente le catabolisme protéique qui crée des radicaux libres, qui crée de l'insulinorésistance. Si on fait de la mobilisation précoce et de la renutrition précoce, on repart dans un schéma de métabolique classique avec une utilisation du glucose classique sans augmentation du stress mitochondrial. Comment on peut détecter les patients à risque qui bénéficieraient le plus des éléments que je viens de vous présenter? En fait, quand on regarde la littérature, il y a des facteurs de risque donc d'hyperglycémie de stress, une hyperglycémie chez des patients non diabétiques. C'est principalement l'âge, le sexe masculin, la mauvaise éjection ventriculaire, comprenez mauvaise perfusion tissulaire, donc mauvaise augmentation du stress périopératoire, et l'insulinorésistance, qui est un facteur d'hyperglycémie de stress. Et dans cette insulinorésistance, on retrouve le type de chirurgie, les pertes sanguines opératoires prévues, le BMI, l'inactivité physique préopératoire et l'HbA1c préopératoire quand ce sont des diabétiques. Le terme hyperglycémie de stress parle des patients non diabétiques. L'insulinorésistance fait partie des facteurs de risque de l'hyperglycémie de stress, mais quand on prend l'insulinorésistante à part, l'HbA1c est un facteur de risque d'insulinorésistance. Donc au total, on sait que l'hyperglycémie périopératoire, c'est un facteur de risque de morbimortalité et que l'hyperglycémie, ce n'est pas que les diabétiques qui en font. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer comme protocole? Finalement, quand vous avez un patient qui a une chirurgie majeure de prévu, on peut se demander s'il présente ces facteurs de risque d'hyperglycémie de stress. Donc en fait, pour le patient, c'est, je vous ai dit, l'inactivité physique, l'âge avancé, le BMI, le sexe masculin, la mauvaise élection ventriculaire gauche et l'HbA1c s'il s'agit d'un diabétique. Et pour l'intervention, c'est une chirurgie majeure avec des pertes sanguines importantes qui sont prévues. Quand on est dans cette situation, on peut déjà proposer la prévention des choses que je viens de vous dire avec une chirurgie minimale invasive, une anesthésie loco-régionale et probablement une charge en hydrate de carbone supérieure à 45 grammes 2 heures avant la chirurgie. Je pense que chez ces patients-là, il faut également proposer un monitorage puisqu'ils sont très à risque d'avoir une hyperglycémie périopératoire. Et ensuite vient bien sûr la question du traitement de cette hyperglycémie périopératoire. Cette partie-là, elle est fort débattue, on pourra en parler dans les questions si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet du diapo actuellement. Voilà, j'ai terminé, merci pour votre attention.